Voilà, bonjour à tous, bonjour Loïc, Loïc Chéniaud. Merci d'avoir accepté mon entretien. Cet entretien qu'on va constituer le premier d'une série d'entretiens avec tous les intervenants du récent workshop intitulé Gauche-droite qui avait eu lieu les 14 et 15 décembre 2021 et dont l'objectif est de mettre au clair la signification du clivage gauche-droite. Loïc Chéniaud, malheureusement, n'avait pas pu assister à ce workshop et j'ai donc maintenant le plaisir de pouvoir le recevoir pour un ensemble de questions que vous pouvez normalement voir sur l'écran et qui va donc consister en deux parties. Une partie qui s'appelle donc la question aux auteurs, un ensemble de questions générales posées à tous les futurs intervenants et à Loïc en particulier aujourd'hui. Et une seconde partie qui s'appellera les questions à l'auteur et qui s'intéressera aux travaux ou à la contribution personnelle de la personne invitée sur la signification du clivage gauche-droite. Donc Loïc, encore merci d'être présent parmi nous. Et donc, Bonjour. si vous êtes prêts, je vais faire une petite présentation succincte donc, de vous-même avant de lancer les questions. Donc, alors Loïc Chéniaud, je vous présente rapidement, vous êtes donc philosophe, vous êtes ancien professeur de philosophie en lycée, vous avez expliqué votre raison de démissionner de l'éducation nationale. La vidéo est disponible sur YouTube, j'en ai indiqué le lien ici. Vous êtes consultant en philosophie et sociologie, président de l'Institut de l'Homme Total, dont le lien apparaît ici aussi pour ceux qui seraient intéressés. Vous êtes doctorant en philosophie, vous êtes en train de préparer une thèse sur Michel Kluska, et votre travail est sur l'histoire comme totalité dialectique, c'est du moins le titre, je crois, de votre thèse en cours. Vous êtes spécialisé en épistémologie des sciences sociales. Et enfin, donc, vous avez déjà une biographie déjà, ma foi, bien riche. Le nouveau fascisme 2013, Faucon rouge 2016, l'imposture présidentielle 2017, Pourquoi je suis communiste 2019, et récemment, Penser la transformation du moment présent, le rapport Hegel-Marx. Voilà, j'espère que cette présentation succincte correspond à ce que vous êtes actuellement, Loïc Chéniaud. Tout à fait, très bien. Je me permets d'ajouter, puisqu'elle est citée ici, que du coup doit paraître ou alors sera déjà paru au moment de la diffusion de la vidéo, je ne sais pas, ma dernière publication aux éditions d'Elga qui s'appelle Marxisme et intersectionnalité, ou qui est une thèse marxiste critique à l'encontre de la théorie de l'intersectionnalité aussi. Bon, qui est très en vogue actuellement en France, entre autres. Voilà. Merci. Donc, si vous êtes prêts, on va lancer donc la première partie du questionnaire sur le clivage gauche-droite, une partie consacrée aux auteurs. Donc, ce sont des questions génériques que je vais poser à absolument tous les auteurs, et je vais commencer donc par vous. Vous serez le premier à découvrir ces questions. Donc, si vous êtes prêts, on y va? Oui. Allons-y. Allez. Donc, la question 1. Quelle expression résume le mieux le clivage gauche-droite selon vous? Ni fait ni à faire, peut mieux faire, ou comment s'en défaire? Je dirais probablement comment s'en défaire. Il faut que je développe du coup? Quelques justifications minimales. Alors, alors effectivement, je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit comme ça, c'est intéressant. Comment s'en défaire? Simplement parce que on a tendance à dire aujourd'hui, hein, je l'ai souvent souligné, que le clivage gauche-droite n'a plus vraiment de sens. Et la question que j'ai souvent souhaité soulever, c'était celle de savoir s'il en avait eu un de sens. Alors, on pourrait rapidement dire que très probablement, il en a eu un, il en a encore un, mais pour qui surtout? C'est-à-dire, je pense que ces catégories de gauche et de droite qui, comme on le sait, ont été forgées et formulées lors de la Révolution française notamment, eh bien, sont des catégories qui permettent de penser un certain régime politique avec, à un moment donné aussi, le mode de production capitaliste qui est en train d'entrer dans sa domination réelle, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des catégories, pour le dire simplement, bourgeoises et qui, à mon sens, ne nous permettent donc pas bien de déterminer les enjeux véritables sur le plan politique à l'heure actuelle. Et j'y préférerais donc, probablement, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, un discours qui tienne compte plutôt des classes sociales et des rapports de force dans la société. Donc, pour moi, le clivage gauche-droite nous empêche de bien penser les rapports de force actuels et les enjeux déterminants d'un point de vue politique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je pense que parmi les propositions que vous me faites là, comment s'en défaire est la plus appropriée, parce qu'effectivement, on se retrouve avec
avec des personnes qui se disent de droite du fait, hein, c'est un concept important de Marx, hein, du fait d'une fausse conscience, on va dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un hiatus, il y a un écart entre leur réalité sociale et le discours auquel ils adhèrent du fait de cette fausse conscience, hein, c'est-à-dire malgré eux, on sait comme, notamment que beaucoup d'ouvriers soit s'abstiennent, soit malgré tout votent à droite, bien que cela renforce un certain nombre de principes politiques qui soient contraires à leurs intérêts directs et quotidiens, par exemple. Et à côté de ça, on a des gens qui se qualifient de gauche, parfois plus à gauche que la gauche, parfois plus à gauche que les communistes, etc. Je faisais état tout à l'heure de mon livre sur l'intersectionnalité. Or, eh bien, on peut être amené à penser effectivement que ceux-là sont parfois pas forcément plus progressifs, voire même par certains aspects conservateurs. Je ne m'étendrai pas forcément beaucoup plus longuement ici, mais je dirais simplement que quand on en vient à questionner simplement les signifiants, à questionner les rapports juridiques dans la société sans plus vraiment se préoccuper de ce qui les fonde, à savoir un mode de production particulier, alors on est, par certains aspects, d'une gauche beaucoup plus conservatrice que celle revendiquée par des communistes. Bref, on pourrait détailler tout ça longtemps, mais je terminerai là-dessus en disant du coup comment s'en défaire, parce que ce sont deux concepts qui, à mon avis, nous entretiennent dans un carcan qui nous empêche de penser la réalité politique et notamment la réalité des rapports de force qui, à mon sens, sont décisifs. Oui, on est vraiment dans la seconde partie, comme vous l'avez dit, exactement, et notamment l'idée de gauche conservatrice qui apparaît un paradoxe. On aura le temps d'y revenir justement dans la deuxième partie sur ce genre de combinaisons conceptuelles qui paraissent paradoxales, mais qui ne le sont pas tant que ça. Merci en tout cas. La question numéro 2. Alors, évidemment, vous pouvez répondre beaucoup plus vite, hein. L'important, c'est d'avant tout de laisser écouter votre intuition, voir exactement comment vous associez le sens au mot, évidemment, hein. Donc, les partis politiques suivants que je vais vous lister dans peu de temps sont selon vous de gauche ou de droite, du centre-gauche ou du centre-droit, de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Je vais vous donner donc la liste des partis et vous me donnez votre opinion. C'est La France, c'est difficile quand même parce que du coup, sans ouais, avoir vraiment défini les termes au préalable, on aurait vite tendance à être piégé. Alors, si je peux me permettre du coup de proposer une définition lacunaire, mais oui, bien sûr. parce que du coup, sinon, ce ne sera pas forcément clair. Je crois qu'il faut admettre simplement, dans la position qui est la mienne pour pouvoir bien répondre à ce qui va suivre, que dans l'échiquier politique globalement à l'heure actuelle, effectivement, il y a eu un recouvrement total par une certaine gauche libérale et une certaine gauche libertaire, pardon, et une certaine droite libérale, et que de ce point de vue-là, l'échiquier politique, par exemple, on pourrait considérer, bon, c'est la première réponse, effectivement, que la France insoumise est d'extrême gauche. Or, si elle est d'extrême gauche, elle est de l'extrême gauche dans l'échiquier politique qui nous est présenté à l'heure actuelle, mais qui, à mon sens, demeure finalement très en accord, encore une fois, avec ces catégories qui rendent impossible le fait de penser les choses et les choses politiques en dehors des clivages qui sont communément admis par la classe dominante. C'est-à-dire que, pour faire simple, la France insoumise, effectivement, à l'heure actuelle, par exemple, est peut-être la plus à gauche des partis qui nous sont présentés. Toutefois, le programme économique, pour ne parler que du plan économique et social, par exemple, est keynésien, est un programme de relance. Il ne s'agit plus vraiment, voire du tout, de sortir du capitalisme, etc. Donc, on se retrouve quand même un peu biaisé. Bon, je vais quand même faire le jeu parce que c'est intéressant, mais c'est difficile. C'est difficile, donc l'objectif, c'est de voir exactement où vous pouvez peut-être faire une distinction entre la classification officielle et ce que vous, ou comment vous classeriez vous-même ces partis politiques, par exemple. Faire une distinction, un distinguo, par exemple. Donc la France insoumise, comme vous avez déjà répondu, donc ce serait officiellement extrême gauche, et de votre point de vue? C'est difficilement classable dans les catégories de droite et de gauche. Donc ni Parce droite que ni gauche. On peut le dire ni droite ni gauche, par exemple. ni droite Pourquoi ni pas? gauche. Pourquoi pas? La République en marche. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Disons extrême centre. C'est-à-dire que finalement, ici, on est dans un parti qui se veut des plus modérés, qui se veut une conjugaison à la fois de ce qu'il y a de meilleur à gauche et de ce qu'il y a de meilleur à droite, et qui finalement nous propose un horizon indépassable qui est celui de la social-démocratie capitaliste. Donc, qui, sous couvert de modération, finalement, eh bien, nous impose peut-être à la fois une des formes de fascisme les pires, et je pourrais me développer cela, et en même temps
qui nous invite aussi, enfin qui nous invite indirectement et inconsciemment, et qui nous conduit, je dirais plutôt, vers un fascisme plutôt archaïque. Donc là, on est typiquement dans l'extrême centre. Donc très intéressant parce que c'est une expression qui n'est quasiment jamais utilisée. On y reviendra dans la seconde partie. Les républicains. Droite Rapidement, libérale, la tendance plutôt réactionnaire. Lutte ouvrière. Alors effectivement, bon, en gardant encore une fois ces catégories-là, plutôt d'une véritable extrême gauche qui entend sortir là des clivages ordinaires. Hein. Bon, alors plutôt trotskiste et d'un communisme révolutionnaire, mais on n'est pas dans ces détails-là, donc plutôt d'extrême gauche. Nouveau parti anticapitaliste, le NPA. La tendance de fond plutôt d'extrême gauche aussi, disons, même si là encore, peut-être qu'il y a pour certaines parties un ravalement, je pense notamment à la candidature actuelle de Naskasi, bien un ravalement de la part de l'intersectionnalité que je considère comme un élément au minimum conservateur sur le plan économique et social et contre-révolutionnaire par bien des aspects, donc difficile, mais disons que la ligne de fond est quand même d'extrême gauche. Le PCF, le Parti communiste français. Question piège. D'une gauche social-démocrate qui de mal en pis tente effectivement de plus en plus, malgré les apparences, de s'adapter au capitalisme et donc de ne plus en sortir. Donc c'est typiquement, effectivement, il demeure typiquement un parti de gauche dans l'échiquier politique, encore une fois, propre à la classe dirigeante et propre aux catégories de la classe dirigeante, mais qui n'a rien de révolutionnaire, disons. Le pôle de renaissance communiste en France, le PRCF. Difficile. On serait tendance à dire aussi extrême gauche, mais disons ni droite ni gauche à mon sens, mais de manière positive. Alors peut-être qu'eux-mêmes récuseraient cela, hein, mais c'est-à-dire qu'effectivement il y a en tout cas une composante sur la souveraineté qui est souvent affiliée à la droite et qui pour autant ne devrait pas l'être, puisqu'encore une fois on sait qu'elle s'est attachée à l'idée d'État-nation et qu'à l'origine du coup disons c'est plutôt de gauche. Mais là on voit bien, l'exercice est intéressant parce qu'on voit bien comme c'est très difficile de penser et d'articuler quelque chose à partir de ces catégories-là. Enfin, c'est très difficile. Donc puisqu'on a dit ni droite ni gauche pour la France insoumise, j'ai envie de dire positivement, je le précise, ni droite ni gauche aussi. Il y aurait ni droite ni gauche de gauche, ni droite ni gauche de droite. Quasiment. Vous avez toute la raison d'être du workshop, c'est montrer à quel point nous sommes vraiment dans la mélasse conceptuelle. Exactement. Voilà. Le Parti socialiste. Extrême centre complètement noyé, même politique que La République En Marche. D'ailleurs, La République En Marche n'est que le veau sous la mer du Parti socialiste en décomposition et voilà, bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit pour La République En Marche, d'autant plus que le Parti socialiste aujourd'hui est un parti qui, dans les sondages, est en deçà même du Parti communiste français, ce qui n'est pas arrivé depuis les années 60. Donc, oui. Le Rassemblement national. D'extrême droite, de fait, et n'en déplaise peut-être pour certains. En tout cas, encore une fois, c'est compliqué d'utiliser ces concepts-là, parce qu'en tout cas, tout à fait... même pas proto-fasciste, tout à fait fasciste, mais encore une fois, dans un sens, et ça fait partie des questions que j'ai étudiées très tôt et que j'ai souvent soulignées dans mes travaux, évidemment pas fascisme peut-être tel qu'on se le représente dans une forme archaïque, mais fascisme il faut comprendre qu'il y a des rapports de force à l'heure actuelle, encore une fois, et qu'il y a des rapports de force, y compris dans les classes dirigeantes et dominantes, et qu'aujourd'hui, on voit la complémentarité d'un fascisme de l'extrême centre et d'un fascisme archaïque qui peut-être a très peu de chances effectivement d'émerger, mais qui continue d'exister, et dont l'objectif est la décomposition du bloc historique, comme disait Gramsci, c'est-à-dire l'alliance objective des classes populaires et des classes moyennes, voire des nouvelles couches moyennes, j'ajouterais, pour finalement les détourner effectivement de ce discours
discours de classe et les tourner vers un anticapitalisme démagogique et en réalité inexistant, hein, chose que j'avais pu montrer dans la posture présidentielle notamment, et vers un discours tourné vers un certain chauvinisme et celui d'un bouc émissaire. Donc, mais bon, comme il faut faire le jeu de garder ces catégories dont j'ai maintes fois dit déjà qu'elles étaient désuètes, extrême droite. D'accord. L'Union des démocrates indépendants, UDI. Inexistant. Non, mais enfin, c'est la République en marche, quoi, concrètement. Moi, je ne vais pas m'éterniser longtemps. Enfin, non, pas la peine. Pas la peine. Surtout que le temps est compté, donc oui, non, mais voilà, tout à fait. J'ai déjà beaucoup parlé, donc voilà. Et l'Union populaire républicaine? Effectivement, ni droite ni gauche, et dans une vocation de rétablissement de la souveraineté, avec effectivement peut-être des éléments qui tendent peut-être plus à droite sur le plan de ce qu'on peut s'imaginer. Sur les questions notamment de la souveraineté. Je sais aussi que sur l'immigration, ils ont beaucoup évolué ces dernières années, donc pourquoi pas, mais aussi beaucoup plus à gauche, en ce sens que, par exemple, à mon sens, j'en ai pas pour très longtemps, mais la rupture avec l'Union européenne, avec l'OTAN, qui est quand même l'organe impérialisme s'il en faut à travers le monde, et qui est du coup le fondement de l'Union populaire républicaine, apparaît comme beaucoup plus progressiste, de la même manière que le programme tel qu'il existait en tout cas lors de la campagne de 2012, si je ne dis pas de bêtises, et de 2017, hérité du programme du Conseil national de la résistance, contient en son sein des éléments qui, mis en rapport avec la sortie de l'Union européenne, sont beaucoup plus progressistes que ce que peut proposer, par exemple, à l'heure actuelle, le Parti communiste français. Donc, quand on ne réfléchit pas sur des anathèmes, mais qu'on s'en tient au contenu du programme, après, encore une fois, la politique, c'est autre chose que le contenu des programmes. À l'heure actuelle, ni droite ni gauche, mais encore une fois, ni droite ni gauche, qui, par bien des aspects, m'apparaît tout à fait positif et avant-gardiste même, j'ai envie de dire, par certains aspects. Bon, merci. C'était la question piège. Hein. C'était la question la plus piège de toutes, hein, pour vous assurer. C'est réussi? Oui. Oui, je pense. Question 3. Alors, associer à la gauche ou à la droite les idéologies politiques suivantes. Donc, vous associez à ce qui vous apparaît plus de gauche, plus de droite. Ouais, compliqué, encore une fois, parce que le travail de philosophe... Encore une fois, mais bon. Bon, alors, nationalisme, plutôt... Si on reste dans les catégories habituelles, encore une fois, plutôt de droite, si l'on part du principe, effectivement, que va être plutôt à gauche le patriotisme que je suis prêt à revendiquer, et selon la formule maintes fois utilisée, employée, le nationalisme serait la détestation de l'autre, et le patriotisme, l'amour des siens. Bon, et du coup, le patriotisme serait un élément d'un internationalisme bien compris, donc dans ce cas-là, nationalisme plutôt à droite, disons. Écologisme? Plutôt à droite pour moi, mais avec... bon, c'est pareil, encore une fois, hein, l'écologie est une question décisive. Si c'est l'écologie politique qui s'inscrit dans une dénonciation coûte que coûte du capitalisme et qui comprend qu'en fait les problèmes écologiques sont des problèmes intimement liés au capitalisme, alors dans ce cas, peut-être plutôt à gauche. Mais sinon, évidemment, l'écologie, déjà non seulement n'est pas du tout, c'est ce que je montre dans les séminaires que je donne à l'Institut Homme Total, dans mon séminaire de 3e année, je montre qu'effectivement l'écologie, et l'écologisme plus encore, parce que vous avez bien précisé ici, n'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais qu'on en trouve évidemment des éléments dans le romantisme de la fin du 19e siècle, mais surtout en amont de ça, les doctrines dont ils se nourrissent, au moins depuis l'Antiquité. Donc on nous vend ça comme un truc nouveau, alors qu'en fait c'est le truc rabâché depuis 107 ans, j'ai envie de dire. J'ai d'ailleurs développé un concept qui s'appelle l'écologisme réactionnaire et qui tient à montrer effectivement comment les deux bouts sont tenus par la mainmise écologique de la réaction qui est en train de monter et de venir, et comment par l'intermédiaire effectivement d'une politique dite décroissante, d'une politique de sobriété, etc., on est en train en fait de valider toute la déconstruction que le libéralisme a permis. Et là encore, on a des contradictions qui sont en fait complémentaires. Donc l'écologisme, la plupart du temps, de droite est réactionnaire, malgré même les acteurs qui prétendent tenir ce discours-là. Citons un dernier exemple aussi, la manière dont les écologismes, euro-régionalistes la plupart du temps, rappelons que le parti majoritaire des écologistes, c'est quand même Europe Écologie Les Verts, et pour la déconstruction de l'État-nation, de la République jacobine, et que ça se traduit d'ailleurs très bien par les politiques qu'ils souhaitent mettre en place, et qui sont des politiques non pas de décentralisation, mais d'euro-régionalisation, encore une fois, et qui donnent le pouvoir au territoire, qui d'ailleurs va de pair avec le pacte
Girondins de Macron et qui, en ce sens-là, sont anti-républicains profondément et donc par bien des aspects de droite. Alors encore une fois, il peut effectivement y avoir une considération écologique de la question d'un point de vue de la lutte des classes et d'un point de vue marxiste, évidemment, mais la plupart du temps dans l'échiquier politique à l'heure actuelle, l'écologisme est, y compris et même d'abord chez Europe Écologie Les Verts, pour moi, une doctrine réactionnaire et donc, disons, de droite. Le féminisme? C'est pareil, il y a effectivement un féminisme, disons, de gauche. Hein. On voit bien, effectivement, ces catégories-là, encore une fois, qui a accompagné le mouvement ouvrier et pour lequel, eh bien, avec lequel on ne peut être que favorable, en tout cas auquel je suis plus que favorable, évidemment. Et puis, il y a un féminisme bourgeois qui, je le montre là aussi dans mon dernier livre, qui accompagne finalement la réaction et qui va considérer effectivement que la division genrée doit primer sur une division en classe qui m'apparaît, je pourrais là aussi développer, mais comme je suis assez long dans chacun de mes développements, qui m'apparaît là aussi comme au moins contre-révolutionnaire, c'est-à-dire qui endigue l'aspect révolutionnaire qui serait favorable aux hommes, aux femmes, etc. Là où, effectivement, hein, pour ne citer qu'Emmanuel Todd récemment, qui du coup ne fait que redire ce que Kouskar a dit il y a déjà 40 ans, en moins bien par certains aspects, eh bien, on fait face à un féminisme antagoniste qui, effectivement, pose des problèmes, notamment des problèmes d'un point de vue du progrès social. Donc, très difficile. Si je suis obligé de répondre, là, c'est vraiment très compliqué. Ou alors, ni droite ni gauche, c'est un autre problème, encore une fois. Ou alors, vous pouvez donner une tendance générale. Par exemple, la tendance actuelle est d'associer ce concept à la droite et la gauche d'une façon générale, peut-être, par exemple. J'ai bien conscience que c'est compliqué. Hein. Oui, le capitalisme. Bon, plus simple, le capitalisme. Bon. Oui, bah, plus simple, pas vraiment, parce que pas vraiment, parce qu'on retombe sur le même problème, qui est que la gauche à l'origine est la gauche originelle, et justement la gauche des Lumières, du libéralisme et du capitalisme, alors que la droite originelle est celle des ultras et réactionnaire pour la remise en place du régime, encore une fois, du régime féodal, de monarchie, de divin, etc., qui donc par bien des aspects est anticapitaliste. C'est la raison pour laquelle il y a effectivement une logique de droite anticapitaliste qui prévaut toujours aujourd'hui, même si à mon avis elle est un leurre parce qu'elle ne comprend pas justement les logiques historiques. Donc en fait on fait face au même problème. Le capitalisme par bien des aspects s'accommode très bien de la gauche et c'est justement la gauche libérale actuelle qui règne depuis au moins un siècle et qui est profondément capitaliste. Donc évidemment on aurait tendance, si c'est la tendance générale, on va dire le capitalisme c'est de droite, d'accord, pourquoi pas, mais c'est historiquement faux en tout cas. Et voilà, donc rien n'est simple. La laïcité. C'est pareil, originellement de gauche, si c'est une gauche républicaine, Ferry, etc. Mais aujourd'hui, une certaine partie de la gauche peut avoir tendance à remettre en question cette laïcité, tandis que c'est quelque chose qui est malheureusement, à mon sens, récupéré par la droite, alors que la laïcité est sans doute dans son principe, à la manière dont les droits de l'homme sont des principes, est sans doute un principe anthropologique qui a été inventé et institué, qui me paraît être le plus novateur d'un point de vue de la conception d'une société sans faire fi totalement du rapport au religieux. Hein, c'est-à-dire sortir d'une conception politique où le religieux serait complètement éteint, banni, de choses dont on sait qu'elle est impossible, l'anthropologie moderne nous le montre bien, et en même temps, eh bien, éviter aussi d'avoir une religion d'État ou ce genre de problème. Donc, voilà, rien n'est simple. J'aurais tendance à dire plutôt de gauche, mais encore une fois, il n'y a rien de positif ou de négatif là-dedans, quoi. Plutôt de gauche parce que c'est la gauche historique qui l'aurait institué, quoi. Le populisme. Ni de droite ni de gauche, c'est son fondement. Et d'ailleurs, je pense que comme beaucoup de termes, il est sans doute un peu vide et qu'il est, comme l'a conceptualisé Chantal Mouffe, entre autres, et Ernesto Delaclos, que je critique beaucoup là aussi dans mon dernier livre, il a été conceptualisé comme ce qu'ils appellent un signifiant vide, qui permet effectivement, tantôt, quand on y est favorable, eh bien, de réunir une conception du peuple qui était tout à fait abstraite et qui est un recul théorique, en ce sens qu'il ne permet pas de définir la population sous des rapports de classe qui peuvent être objectivables.
et tantôt finalement un signifiant vide qui permet aussi aux adversaires, notamment ceux de l'extrême centre, eh bien, d'accuser toute politique qui serait contraire aux intérêts de l'extrême centre et de la classe dirigeante de populistes pour les discréditer. À mon avis, classer le terme de populisme à gauche ou à droite n'a pas vraiment de sens, puisque par définition, il est le terme qui vise à éclater aussi ce clivage-là. D'une mauvaise manière, à mon avis, mais en tout cas, c'est ce qu'il fait. D'accord. Le conservatisme, mais pareil, il serait compliqué, parce qu'effectivement, le conservatisme de droite, a priori, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une gauche dite conservatrice, qui d'ailleurs est intéressante, qui serait la gauche conservatrice telle qu'elle est pensée d'ordinaire, disons la gauche conservatrice d'un Orwell, la gauche conservatrice revendiquée d'un Michel, par exemple, qui ont des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire qui serait plutôt conservatrice sur le plan des valeurs et progressiste sur le plan économique et social. Mais par ailleurs, moi, j'aurais tendance à penser aussi que la gauche qu'ils accusent, et c'est là qu'on voit encore une fois un énième problème avec ces termes, la gauche qu'ils accusent, les tenants, disons-le rapidement, des théories de l'intersectionnalité, par exemple, sont aussi pour moi ceux d'une gauche, mais s'ils s'en revendiquent, mais d'une gauche conservatrice, en ce sens que s'ils sont plutôt progressistes sur le plan, disons, des mœurs, mais ils sont pour autant conservateurs, en ce sens qu'ils occultent complètement, la plupart du temps, voire totalement pour certains, la dynamique liée au mode de production successifs, et que donc finalement, pour reprendre un terme de Barbara Follet que j'ai souvent cité, ils voient des intersections, mais oublient de questionner la raison pour laquelle ces intersections existent, c'est-à-dire pourquoi il y a du racisme, etc., mais qu'est-ce qui produit ce racisme, c'est-à-dire le mode de production. Et en fait, en légiférant sur le fait qu'il faudrait légiférer sur le harcèlement, légiférer sur le racisme, etc., ils continuent de légiférer, c'est-à-dire de modifier une certaine phraséologie et une certaine pratique du droit à l'intérieur même du mode de production capitaliste. Et en ce sens-là, eh bien, cette gauche-là aussi, sous cet aspect-là, apparaît conservatrice, et bien plus conservatrice que la gauche d'un Michel, par exemple, à bien des égards. Donc, pareil, conservateur, et effectivement, et de l'autre côté, on a un conservatisme des mœurs, mais c'est très intéressant, parce qu'à la fois, votre questionnement, puisque à la fois, on voit à quel point les catégories de gauche et de droite ne permettent pas de penser correctement les rapports de force actuels, et en même temps, on voit bien comment on a d'autres catégories qui devraient nous permettre de mieux les penser et mieux penser les alliances aussi. Bon, voilà, difficile de répondre. Et après, si on prend la tendance majoritaire, bah évidemment que la tendance majoritaire va considérer que le conservatisme, c'est plutôt quelque chose de droite. Mais en réalité, aujourd'hui, ça reste assez minoritaire. Ou alors, on est sur les néo-conservateurs, encore une fois. Hein, de BHL à Bush en passant par Biden à l'heure actuelle, tout ça, c'est du néoconservatisme aussi. Hein. Le progressisme. Bah, plutôt de gauche de manière générale. La droite étant par définition une... Mais disons-le rapidement, à gauche, il y a une idée du progrès libéral, qui est une idée du progrès notamment héritée des Lumières et notamment aussi de Kant, c'est l'histoire universelle du point de vue cosmopolitique, c'est-à-dire finalement un progrès qui irait en ligne droite, pour faire simple. Et puis il y a une gauche plus issue du mouvement ouvrier, plus marxiste, etc., plus hegeliano-marxiste encore à laquelle j'appartiens, et qui voit finalement le progrès non pas comme une ligne droite, mais comme quelque chose de circulaire, en spirale. Hein, on connaît les développements en spirale de Marx, où finalement, eh bien, on peut connaître des moments, je dirais, de pourrissement de l'histoire, comme le dit Kluskar, ce qu'on vit d'ailleurs actuellement, c'est-à-dire de recul, etc., dans les acquis sociaux, etc., parce qu'il faut comprendre les rapports de force, mais avec une dynamique générale qui tend au progrès notamment social, économique, et pourquoi pas aussi au progrès sociétal, dès lors qu'il s'agit de ne pas distinguer l'un de l'autre. Tandis que la droite, par définition, à l'origine, encore une fois, la droite est celle qui propose un recul, qui est, par opposition au progressisme, réactionnaire, donc, et qui souhaite un recul. Donc, progressisme, disons, de manière générale, plutôt à gauche, mais pas n'importe quel progressisme, encore une fois. Le libéralisme. On en revient tout le temps au même problème. Historiquement de gauche et aujourd'hui, tantôt de gauche, tantôt de droite. Hein. Allez, prenons des figures pour faire simple et que je ne m'éparpille pas dans de longs développements encore une fois. Taubira, Hidalgo, Macron sont tous des Jadot sont tous des libéraux. Mais Pécresse et Zemmour n'en sont pas moins des libéraux. Donc on voit bien encore une fois la raison pour laquelle c'est un non-sens de poser ces termes-là en termes de gauche et de droite. C'est pas le problème. Et finalement l'anarchisme.
Mais on sait encore une fois, c'est très bien, effectivement, c'est les bons termes. On sait très bien qu'il y a un anarchisme de droite, hein, qui est une longue filiation là aussi historique. Bon, allez, disons quand même l'anarchisme de manière générale, plutôt de gauche, mais les anarchistes eux-mêmes s'en défendraient, puisque encore une fois, la gauche est tout ce qu'on a pu décrire jusqu'à maintenant et que les anarchistes me récusent. Donc, disons, ni de gauche ni de droite, l'anarchisme. Par définition, ni Dieu ni maître, ni catégorie politique. Ce qui est un tort, hein, par bien des aspects, mais à mon avis, mais ni gauche ni droite. Très bien. La question 4, alors pour aller plus vite maintenant, que signifie l'expression ni gauche ni droite selon vous? Ouais. Une troisième voie, indépendante de la gauche et de la droite, en partie de gauche, en partie de droite, ce qu'on pourrait appeler un genre de grand centre, une position apolitique, une position d'extrême gauche ou une position d'extrême droite. Faut que j'en choisisse une seule. Celle qui vous paraît la moins sotte ou la préférable. C'est compliqué, hein, encore une fois. C'est très intéressant comme exercice, j'aime bien, ça change, mais c'est compliqué. Bon, rapidement, c'est pas pour botter en touche. Je pense que je vais choisir la première, mais je m'en explique quand même par l'élimination des autres. En partie de gauche, en partie de droite, c'est-à-dire un grand centre, et apolitique, de toute façon, pour moi, revient globalement au même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une escroquerie de l'apolitisme, c'est-à-dire qu'on est apolitique quand finalement on continue l'extrême centre. Bon, et qui du coup souvent effectivement se revendique ni de gauche ni de droite. Pourquoi je préfère choisir la première, une troisième voie indépendante de la gauche et de la droite? Pour en prendre le contre-pied de l'idée qu'on s'en fait d'ordinaire, encore une fois. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis au moins Sternel, on a tendance à considérer que le discours ni gauche ni droite renvoie en fait à une idéologie fasciste d'une troisième voie. Une troisième voie qui serait la voie fasciste. Eh bien, j'aurais tendance à penser le contraire, c'est-à-dire que pour moi, et comme je l'ai souvent souligné là aussi, et quand je dis pour moi, c'est l'héritage de toute la tradition marxiste dans laquelle je m'inscris, hein, d'accord? C'est pas du tout de moi que vient cette idée-là. Mais le fascisme n'est que la forme autoritaire que prend le capitalisme en crise, et donc n'est toujours qu'une roue de secours du capitalisme. Donc en un certain sens, le fascisme est toujours la continuité logique du capitalisme. Et donc finalement, il y aurait une autre troisième voie, effectivement, on pourrait appeler différemment d'une troisième voie, puisqu'encore une fois, parler d'une troisième voie, c'est considérer encore une fois le clivage gauche-droite comme étant un moyen de penser correctement les rapports de force. Or, ce n'est pas le cas. Et cette troisième voie, encore une fois, ce serait la voie communiste réelle. Puisqu'il faut rappeler qu'historiquement, les communistes se sont toujours détachés d'être rattachés, que ce soit à la gauche ou à la droite, c'est-à-dire à l'échiquier bourgeois, et que finalement, le mouvement ouvrier s'est toujours inscrit en faux vis-à-vis de ces clivages-là. Donc encore une fois, ni de gauche ni de droite, ça peut aussi vouloir dire être communiste et vouloir non seulement en finir avec le clivage gauche-droite, parce qu'en finir avec la classe capitaliste et donc avec ce mode de production-là qui nous empêche de penser correctement les choses. Donc une troisième voie, mais une troisième voie qui n'est pas fasciste, parce que le fascisme n'est pas une troisième voie, mais une troisième voie communiste. Que signifie l'expression de gauche et de droite selon vous? La nouvelle gauche, ou ce qu'on appelle la troisième voie, par exemple la position anglaise de Tony Blair ou alors Anthony Giddens, rien, parce que c'est une contradiction dans les termes, de gauche et de droite. Ouais. Une position non démocratique, c'est-à-dire une idéologie totalisante, ou totalitaire peut-être, partiellement de gauche et partiellement de droite, un genre de grand centre, encore une fois, ou alors un discours démagogique. Là, partiellement de droite et de gauche, un grand centre, c'est-à-dire effectivement, là, on est pile dans l'extrême centre. On se souvient d'Emmanuel Macron qui, lors de la campagne présidentielle 2017, devant les gamins, parce que comme c'est eux, c'est pas de la propagande, a expliqué qu'effectivement, moi, j'ai plus exactement ça en tête parce qu'on n'avait pas prévu tout ça, mais on s'en souvient très bien où il expliquait, bah, moi, je prends ce qu'il y a de meilleur, l'égalité à gauche, la liberté à droite, etc. Bon, bref, en tout cas, il nous fait une espèce de gloubi-boulga, hein, qui en fait n'est pas un concept, mais devient une notion élastique qui ne sert plus à rien et qui permet simplement de légitimer encore une fois le pouvoir en place. Donc je suis un peu de gauche et je suis un peu de droite, c'est simplement un moyen. Bon, ça rejoint aussi la dernière proposition, c'est aussi évidemment démagogique en ce sens que ça permet effectivement de se situer en dehors de tout clivage pour en fait épouser le discours dominant par excellence et donc s'attribuer une vertu de neutralité qui permet en fait de pérenniser l'état actuel des choses et qui conduit justement au pourrissement de l'histoire dont je parlais. Donc c'est probablement ce qui est pire à l'heure actuelle. Question 6. Ce qui est à gauche de la droite, ou alors ce qui est à droite de la gauche, c'est de centre-gauche, de centre-droit, de droite, ça dépend. Ça dépend. Bonne réponse.
On peut être rapide dans les réponses, pas de problème. Merci. Que connote le mot extrême politiquement parlant? Dangereux, irrationnel, radical, sans compromis, pur. Ce que ça connote, à mon avis, c'est irrationnel. Et là, on rejoint justement l'idée d'extrême centre. L'extrême centre, ce seraient les gens rationnels, modérés, en capacité justement de porter le pays et de le conduire correctement là où ceux qui seraient qualifiés, d'extrême, puisque l'extrême centre ne se qualifie pas comme extrême, lui serait complètement irrationnel. Et d'ailleurs, puisqu'on pourrait nous faire le reproche, ben, vous dites vous-même extrême centre, bah, très bien, effectivement, et on pourrait reconnaître que non seulement ils sont dangereux, mais qu'en plus de ça, ils sont eux-mêmes irrationnels, puisque les intérêts qu'ils suivent sont des intérêts qui, sur le plan anthropologique et sur le plan écologique, encore une fois bien replacés, sont complètement irrationnels du point de vue de l'humanité. Question 8. Que connote le mot centre, politiquement parlant? Modéré, rationnel, hésitant, qui admet des compromis, lâche. Il y en a qui sont tentants, mais comme la question c'est que connote, on va dire ce que ça connote de manière générale, c'est plutôt modéré. C'est-à-dire, effectivement, le centre, ce serait, encore une fois, on en revient, c'est un petit peu de droite, un petit peu de gauche, enfin bon, bref, voilà, modéré. C'est une souffrance, ce questionnement, je le sais bien. Oui, non, mais complètement. Oui. Pas du tout à ça, en Oui. plus, donc c'est intéressant, mais allons-y. Alors, continuons la souffrance, la torture. Question 9. José Ortega y Gasset a dit dans la préface aux Français, hein, au début de la révolte des masses, la chose suivante à propos du clivage gauche-droite. Je cite, « Être de gauche ou être de droite, c'est choisir une des innombrables manières qui s'offrent à l'homme d'être un imbécile. Toutes deux, en effet, sont des formes d'hémiplégie morale. » Alors, selon vous, comment faut-il comprendre cette affirmation de Ortega y Gasset? On devrait être de gauche et de droite à la fois. On ne peut pas échapper au clivage, donc nous sommes tous des idiots. Le clivage gauche-droite n'a pas de sens. Cette citation est simplement l'expression d'une provocation, simple rhétorique, ou alors je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, bon, c'est compliqué entre répondre ce que j'aimerais que ça dise et ce que l'auteur a voulu dire exactement, mais bon, je dirais quand même plutôt que pour moi, l'idée, c'est peut-être pas de l'auteur, mais ce que j'ai envie de défendre, c'est que le clivage gauche-droite n'a pas de sens, en tout cas à l'heure actuelle, si on veut bien comprendre encore une fois les enjeux décisifs. Mais nos autres camarades et collègues auront l'occasion de découvrir les questions aussi au fur et à mesure, ou du coup, c'est moi qui passe à l'épreuve le premier et ils auront déjà connaissance des questions. Non, les questionnaires seront secrets, gardés au secret, et chacun répondra sans connaître les réponses des autres intervenants, évidemment. Ce serait injuste sinon. Vous n'êtes pas un cobaye, le chez nous, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Allez, continuons. Question 10. Gilles Deleuze a dit « Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. » Qu'en pensez-vous? J'en pense qu'on pourrait lui rétorquer la phrase que je vais évidemment pas avoir parfaitement de tête, mais vous savez, de Rousseau qui dit tel philosophe se flatte d'aimer les Tartares pour se dispenser d'aimer ses voisins, et que donc finalement la phrase de Deleuze, lui qui a vivement critiqué les nouveaux philosophes, mais qui par bien des aspects s'inscrit du point de vue mondain, qui est un concept cluscardien clé dans la même trajectoire, eh bien, montre à quel point on peut effectivement, comme Bernard-Henri Lévy, être un adepte des causes à l'autre bout du monde sans plus se soucier finalement de nos camarades ici. Je pense que là, encore une fois, c'est une manière de très très mal poser le problème et qu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre et que ces ordres de priorité n'ont pour moi absolument aucun sens et traduisent bien effectivement une certaine domination idéologique et politique de la part de philosophes comme Gilles Deleuze que je conteste absolument. Très bien. Question, alors pas 10, mais 11 en fait. Quels scientifiques sont, d'après vous, les plus compétents pour traiter du clivage gauche-droite? Les philosophes, les politologues, les historiens, les psychologues ou les sociologues? Alors là, ça nécessiterait un développement d'1 heure. Donc, mais bon, bah, tant pis, on admettra que j'aurai un développement à faire. Pour moi, cette question n'a là aussi pas trop de sens, en ce sens que je m'inscris dans une trajectoire, encore une fois, et ça, Kluskar montre très bien que les sciences humaines ont été édifiées
Alors, c'est ce qui m'embête un petit peu, on en a parlé en préambule, c'est que tellement peu de gens connaissent Kluskar ou seulement sous un prisme, donc ils vont s'imaginer que c'est vraiment un gourou, alors simplement qu'ils n'ont pas lu ses travaux et qui sont des travaux d'une énorme qualité épistémologique et scientifique. Encore une fois, et je les aéroporte, je cite pas Kluskar pour citer Kluskar. C'est simplement, il montre bien comment les sciences humaines ont été édifiées, notamment dans la première partie du XXe siècle, pour couper l'herbe sous le pied, pour aller vite au marxisme. Et au marxisme qui, pour citer quelqu'un d'autre que Kluskar, pour citer Goldman, ne faisait pas de différence. D'ailleurs, il explique très bien dans un ouvrage assez court qui est Philosophie et sciences humaines, qui montre qu'en fait, être dans une forme néopositiviste de sociologisme qui se couperait complètement de la philosophie ou être dans des considérations philosophiques qui ne tiendraient pas compte des données empiriques que pourraient apporter les dites sciences humaines, notamment l'histoire ou la sociologie, sont des non-sens. Donc pour moi, encore une fois, il y a un vrai travail, et là, je réinvente un peu l'eau chaude, mais malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Et à mon avis, c'est pas pour rien si on arrive difficilement à le faire à l'université, c'est justement parce que ça nécessiterait de remettre sur le devant de la scène le marxisme et que ça pose un tas de problèmes idéologiques à bien des niveaux, mais c'est des questions qu'il faut aborder d'emblée, c'est-à-dire que pour moi, un historien qui se coupe complètement de la réflexion philosophique, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, c'est-à-dire en cessant de questionner, et d'ailleurs c'est vrai pour les sciences de la nature aussi, mais le questionnement ne porte pas là-dessus aussi, en cessant de questionner les concepts à la manière dont le philosophe peut procéder, bah, pour moi c'est un non-sens, mais le philosophe qui réfléchirait à partir de catégories abstraites ou de phraséologie abstraite sans tenir compte des données historiques et sociologiques, ça aurait aussi un non-sens. Donc les psychologues, je ne sais pas, les politologues, je ne sais pas, parfois, je vais rien en dire, mais au moins que les philosophes, les historiens et les sociologues travaillent ensemble, ça me paraît en fait indispensable. Donc voilà, c'est une question d'interdisciplinarité et pas de choix qui nous enverrait vers une atomisation de la connaissance humaine qui me paraît être préjudiciable. D'accord. Question 12. Quelle est la valeur principale visée par le clivage gauche-droite? Le bien, la vérité, le juste, le pouvoir ou le civisme? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Donc, La quelle est la valeur, valeur? c'est-à-dire en fait quel est l'objectif final en fait de l'activité politique? Faire quoi? Ok. Euh, je dirais le juste, du coup, plutôt. Mhm. Voilà. Question 13, très bien. Vous considérez-vous, oui ou non, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, de centre gauche, de centre droite, ou cela ne regarde que moi, Loïc Chéniaud? Aucun de tout ça, parce que j'aurais plutôt tendance à dire cela ne regarde moi, mais bon, en l'occurrence, ça ne me regarde pas que moi, et la politique, c'est pas une affaire personnelle, ça, j'y crois pas une seule seconde, encore une fois, mais simplement, bah, de gauche non, de droite non, d'extrême gauche non, d'extrême droite non, du centre gauche non, du centre droit non plus, c'est pas mon problème, en fait, et j'aimerais que de plus en plus, ce soit le problème de personne et qu'on arrête de nous contraindre à poser ce genre de questions. Enfin, je dis pas ça pour vous, hein, évidemment. Moi, c'est une excellente réponse. Mais Excellente réponse. c'est un exercice, en même temps, pédagogiquement, c'est un exercice extrêmement intéressant qui peut montrer aussi aux élèves ce que c'est que la réflexion philosophique. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous ne cessez, à juste titre, et je comprends bien l'exercice, et c'est très bien d'ailleurs, mais justement de nous obliger à rentrer dans ces catégories-là, et mes réponses consistent à dire sans cesse non, j'ai pas envie d'y rentrer. Et là, on voit le propre aussi de l'exercice philosophique que parfois des élèves ont du mal à intégrer, à comprendre dans les sujets qu'on peut leur proposer. Je me permets de faire la remarque parce que je constate que pédagogiquement, c'est très intéressant. C'est mon penchant personnel pour Socrate, j'avoue. On n'a pas le droit de parler des choses qu'on n'a pas définies au préalable. Et c'est justement le problème du clivage gauche-droite. Ah oui, tout à fait. Question 14. La relation entre gauche et extrême gauche, ou entre droite et extrême droite, est selon vous une relation de genre à espèce, de simple à double, de chat à chien ou indéterminée? Indéterminé. Ah, réponse importante. Ouais. Et question 15. Quelle est selon vous la meilleure représentation de l'espace politique, c'est-à-dire topologiquement parlant? Ouais. La ligne continue, Mhm. le fer à cheval, Mhm. le jeu d'échecs, Mhm. aucune en particulier. Cela dépend du contexte historique. Cela dépend du contexte historique. Voilà, réponse coulscardienne. Ouais. Merci beaucoup.
On a fini pour la première partie. Maintenant, évidemment, ça va aller plus vite parce que ces questions sont beaucoup plus proches de votre propre contribution à la question du clivage gauche-droite. Donc maintenant, c'est la seconde partie et dernière partie. Donc je vais citer des parties du résumé que vous aviez proposé pour le workshop sur le clivage gauche-droite. Et je vais vous poser donc une série de questions en rapport à ce résumé. Il faut que j'essaie de répondre quand même assez vite dans la mesure du possible. Oui, bien sûr. Donc, alors ça, c'est l'alternance capitaliste de l'extrême centre. C'était donc le titre de votre contribution proposée. Donc, je vais citer exactement ici l'auteur Loïc Chéniaud. S'il est communément admis, depuis la publication de Ni gauche ni droite de Zeev Sternhell, que le rejet de ce clivage s'apparente dans l'histoire à un discours fasciste qui tente de masquer son jeu, il n'en reste pas moins qu'une relecture de ce clivage, ancré dans une position marxiste et même communiste, apparaît nécessaire. L'alternance capitaliste de l'extrême centre, régnant en maître à défaut de toute alternative réelle, les catégories de droite et de gauche peuvent nous apparaître aussi comme un moyen pour les classes dirigeantes de maintenir l'organisation politique actuelle. Une première question donc à ce sujet. L'extrême centre est-elle, d'après vous, l'attitude politique décrite par Zeev Sternhell dans ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France, comme étant la position qui se revendique ni de gauche ni de droite, et que l'auteur assimile pour lui à l'extrême droite? Votre position? Bon, alors, essayons d'être synthétique. Alors, il faut quand même rappeler effectivement que des auteurs comme Pierre Cernat et Alain Deneau, un historien, un philosophe, il y a aussi un auteur anglais dont j'ai oublié le nom, ont popularisé, le terme d'extrême centre. C'est pas forcément à eux que je ferai directement référence ici, mais bon, alors, pour répondre d'emblée à la question et ne pas l'oublier, pour moi, effectivement, l'extrême centre ne renvoie pas à l'extrême droite, du moins à l'extrême droite traditionnelle, encore une fois. Mais, encore une fois, ce que je récuse dans ces catégories de gauche et de droite d'emblée en tant qu'hégélien, c'est déjà l'absence de complémentarité des contradictions. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est comme si on avait, prenons un exemple simple, hein, c'est comme si on avait une pièce de monnaie et qu'il y avait le côté pile et le côté face, et que sans cesse on était en train de me dire vous êtes plutôt face ou plutôt pile, comme si on pouvait dissocier l'un de l'autre. Ben non, en fait, on ne peut pas. Et justement, essayer de comprendre, en particulier un moment historique tel que celui que nous sommes en train de vivre, c'est comprendre qu'en fait il y a un engendrement réciproque entre cet extrême centre et une certaine extrême droite. Maintenant, en tant qu'hégélien, encore une fois, Hegel dit bien, le réel apparaît toujours en négatif des apparences. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas du coup à choisir et à tergiverser, à savoir s'il y a le moins pire, s'il y a le mieux, etc. Le problème, en fait, il n'est pas là, et ça outrepasse les personnes. Ça outrepasse, par exemple, la figure d'un Macron ou d'un Zemmour. Hein, ça montre simplement qu'ils sont pris dans des logiques et dans des structures qui les dépassent par bien des aspects, et que l'un s'engendre réciproquement, en ce sens que plus l'extrême droite, Le Pen, Zemmour, par exemple, sera nivelée vers le haut, plus ça permettra à un Macron, effectivement, d'étendre ses politiques fascistes et fascisantes par bien des aspects. Donc, il y a très probablement peu de chances qu'un Le Pen, par exemple, arrive au pouvoir à l'heure actuelle. Néanmoins, plus il va être haut dans les sondages et dans l'opinion, plus, effectivement, ça permet de s'aggraver. Et pourquoi est-ce que tout cela a lieu? Encore une fois, ce n'est pas le fruit de logique individuelle, d'acteurs particuliers, mais c'est le fait, encore une fois, d'un capitalisme en crise, et dont, je l'ai souvent signalé aussi, le Covid à l'heure actuelle n'est que la résurgence d'un capitalisme en crise à bien des niveaux, au niveau le plus économique et social, de crise de la circulation, mais aussi au niveau anthropologique et écologique, qui rend possible effectivement ces épidémies, etc., et ces pandémies. Donc finalement ici, on a cet engendrement, c'est ça le plus difficile à comprendre, c'est qu'il y a cet engendrement réciproque à la manière d'une pièce. Et donc en fait, il ne s'agit pas de choisir plus l'un plutôt que l'autre. Par contre, ce qui est exécrable à bien des égards, effectivement, c'est que cet extrême centre se présente, lui, comme le parangon, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, de la modération, de la rationalité, etc. Ce qui n'est pas le cas. Mais encore une fois, il faut voir dans cet extrême centre l'expression même d'une classe dirigeante qui se partage entre un extrême centre et une extrême droite, et qui à l'heure actuelle, on voit bien, c'est Bernard Arnault soutenant Macron et Bolloré soutenant Zemmour. Le pouvoir, il est là, en première et en dernière instance, finalement. Et il ne s'agirait pas pour nous de récuser la modération de l'extrême centre pour nous présenter à notre tour comme des modérés, ce qui serait un non-sens. Mais il s'agit au contraire de rétablir
le rapport de force et de montrer qu'il n'y a pas de moins pire chez Macron, puisque Macron est ce qui produit la montée de l'extrême droite et que l'extrême droite en tant que telle, par sa montée, légitime la politique fascisante d'un Macron. Donc finalement, en réalité, et c'est la raison pour laquelle il faut rétablir le discours de classe, voir les mutations et les métamorphoses justement des luttes des classes et essayer de comprendre que cet extrême centre, au contraire, et si on voulait prendre l'échiquier linéaire pour essayer de me faire comprendre le plus possible dans le peu de temps qui m'est imparti, cet extrême centre vire de plus en plus dans les catégories traditionnelles vers l'extrême droite du fait justement de cette apparente contradiction qui est levée dès lors qu'on en comprend la complémentarité. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais... Oui, il faut sortir de la logique classique binaire et pour entrer dans une logique dialectique. Mais ça, il faut pouvoir lire Kouska ou penser à Hegel pour accepter ce genre de raisonnement. Donc, ça va au-delà de notre questionnement. Alors, continuons, à défaut. Une autre question, donc l'extrême centre, justement, impossibilité logique ou réalité politique. Ça rejoint ce que vous venez de dire. Oui, tout à fait. Alors, si on a envie de continuer à jouer avec ces catégories, on pourrait dire que le plus gros problème de l'extrême centre, c'est d'être un centre extrême, justement. Et c'est ça. Mais bon, on voit bien qu'on n'en sort pas, en fait, et que finalement, on va finir... Bon, je vous sais partisan de la philosophie analytique, donc on va être dans des jeux de langage qui, en réalité, n'en finissent pas et qui me paraissent complètement insensés. C'est à la fois une impossibilité logique au sens le plus rationnel du terme, et en même temps, c'est bien une réalité politique, en ce sens que dans la manière dont on l'a décrit jusqu'à présent, quoi. Oui. Enfin, bref. Oui. Alors, passage suivant donc, de l'article de Loïc Chéniaud. Dans le même temps, il revient de souligner que le fascisme avance souvent masqué et ne manque jamais de se présenter comme une troisième voie en dehors de ce clivage. Et pour nous, cela serait une erreur d'accepter ce jeu de langage fasciste en reconnaissant à ce courant le fait d'être une troisième voie. Disons-le plutôt d'emblée, le fascisme n'est toujours que la continuité logique du capitalisme en crise, sa forme donc la plus autoritaire. Or, le clivage gauche-droite est, à proprement parler, un clivage qui s'entend exclusivement dans le cadre du mode de production capitaliste. D'un côté, une gauche du capital, faite de réformistes puis de réformateurs, de l'autre, la droite du capital, dont les intérêts concordent parfois avec cette gauche lorsqu'il s'agit de lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit en produisant une extension quasi infinie de la marchandisation. La question numéro 3, donc, ce serait la suivante. Gauche et droite ne sont-elles, selon vous, que les deux versants d'une même doctrine fondamentale, le capitalisme? Alors, si je voulais être extrêmement synthétique, je dirais oui. On va essayer de développer rapidement, mais j'ai déjà dit beaucoup de choses. Mais oui, complètement. Pour moi, ce sont des catégories qui permettent simplement, là, effectivement, l'emploi de cette expression dont j'ignore l'origine, qui est souvent employée par les mouvements situationnistes, à raison, je pense, entre autres, mais c'est probablement pas l'origine première. Mais de gauche du capital et de droite du capital traduit bien le problème, à mon sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on omet de dire quand on parle de gauche et de droite, c'est qu'en fait, on nous contraint par ces catégories-là à penser la réalité du capitalisme comme indépassable, comme l'ordre d'établi invariant. C'est l'idée effectivement vous savez, c'est le vive la crise d'Yves Montand, c'est-à-dire que vive la crise parce que sinon, c'est le capitalisme et ses crises, sinon vous vous rendez compte, ce serait nécessairement le goulag ou les chambres à gaz, et comme le goulag et les chambres à gaz, c'est exactement la même chose dans les représentations qui ont été construites par les tenants de l'idéologie dominante, hein, évidemment, je pense évidemment que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire dans un autre terme d'ailleurs, hein, qui est celui de totalitarisme, qui permet justement, par bien des aspects, comme l'ont montré beaucoup d'auteurs marxistes, et notamment Domenico Losurdo, à bien des égards, d'être, pour aller vite, un montage conceptuel qui permet d'ingérer là-dedans à peu près tout ce qui existe, sauf le capitalisme, pour montrer le capitalisme comme l'horizon indépassable. Donc oui, gauche et droite, ce ne sont que les versants d'une même doctrine, si on peut dire. Pour moi, le capitalisme n'est pas une doctrine, mais en tout cas pour du mode de production capitaliste qui nous permet du coup de penser correctement comment sortir de ce mode de production-là et qui donc nous inscrit de fait dans une fin de l'histoire au sens pas hegelien cette fois, mais bien de Fukuyama, c'est-à-dire que finalement, on serait arrivé à l'acmé, à l'apogée de ce que l'histoire peut proposer et de ce que les rapports sociaux humains peuvent proposer, et que maintenant, il s'agirait d'amenuire un petit peu les tensions sociales, et donc on aura une certaine droite qui va effectivement avoir un discours, disons,
conservateur sur ce plan-là, parce qu'elle va penser que c'est plutôt ça qu'il faut établir. Et puis à côté de ça, on aura une gauche dite populiste, comme encore une fois celle de la Chloé Mouffe, qui vont considérer que eh bien, les classes sociales, c'est désuet et qu'il faut, c'est plutôt la catégorie du peuple qui l'emporte, et au travers de cette catégorie, la possibilité par un certain nombre de discours eh bien, de s'accaparer un temps, une part du peuple pour la démocratie radicalisée, comme ils le disent, qui n'a rien de radicalisé et qui, encore une fois, là, on voit bien les figures du centre extrême. C'est-à-dire qu'en fait, ils radicalisent quoi? Ils radicalisent l'état de choses actuel sans plus jamais pouvoir en sortir. Bon, voilà. La question 4. Ouais. On en vient à Kluskar, justement. Dans Néofascisme et idéologie du désir, mai 68, la contre-révolution libérale-libertaire, Michel Kluskar affirme que le fascisme est la continuation de la politique capitaliste par des moyens non démocratiques. Pouvez-vous expliquer cette affirmation qui est en apparence paradoxale? Oui, alors complètement. Ce qu'essaie déjà de montrer, Michel Kluskar pour aller vite, et qui est souvent très mal compris. Et j'ai peur que là, en 2 minutes, ça le soit encore, mais bon. C'est qu'il y ait une alliance objective, ça veut dire non pas une alliance consciente et volontaire de la part d'acteurs politiques qui se serreraient la main comme telle, mais qu'il y a bien une alliance objective dans les rapports sociaux de production entre d'un côté une certaine droite libérale, disons, qui était la figure que prend Kluskar, c'est Pompidou à ce moment-là, et de l'autre la figure du libertaire qui était Cohn-Bendit, c'est-à-dire que finalement le libéralisme dont on connaît les crises multiples qui ont encouru à cette idéologie, d'ailleurs, qui vaut le fait que les libéraux eux-mêmes, notamment au travers de la conférence de Walter Lippmann, dans les années 30, vont procéder au néolibéralisme, c'est-à-dire à la mise sous tutelle de l'État au service du libéralisme et donc de la classe dominante et de la classe capitaliste, alors qu'avant, l'idée libérale, c'était par définition la non-intervention étatique. Bon, eh bien, cette droite libérale en proie, le libéralisme plutôt, en proie justement à un certain nombre de crises, et notamment au fait que certaines valeurs de la société dite traditionnelle endiguaient l'extension possible de certains marchés, utilisent, mais encore une fois, ce n'est pas le fruit d'acteurs conscients, c'est des logiques de la production, eh bien, certains libertaires, pour ne pas dire libertarisme, parce qu'encore une fois, on tombe sur un autre concept, mais du coup, cette idée effectivement d'extension du désir, etc., qu'on va retrouver chez un certain nombre de philosophes, afin effectivement d'étendre ce que Kluskar appelle des marchés du désir, c'est-à-dire de pérenniser le capitalisme au travers de son extension, qui vont prendre la forme effectivement de consommation libidinale, ludique, marginale, qui n'existait pas jusque-là, et qui vont permettre de décloisonner décloisonner un certain nombre de valeurs qui empêchaient cette extension du capital. Donc de résoudre le problème de la crise du capital et de pouvoir se pérenniser un temps. Bon, aujourd'hui on est sur autre chose, mais j'y viens pas. Et donc Kluskar montre très bien qu'en fait, les pérégrinations de ce libéralisme libertaire qui permet bien mieux de comprendre que le clivage gauche-droite, ce qui est en train de se passer, eh bien, est en train de fabriquer le terreau à un fascisme grandissant qui est celui qu'on voit aujourd'hui. Une formule très juste de Kluskar notamment, c'était de dire « sous les pavés Le Pen », c'est-à-dire en fait sous cette révolte libertaire. Kluskar ne nie pas le mai 68 qui est l'une des périodes qui connaît le plus de grèves en France, etc., les acquis importants sur le plan social et économique. Mais celui qu'on retient justement dans les représentations en sciences humaines, ça c'est important. Et bien derrière cette révolte estudiantine se cachait en fait le fascisme Le Pen. Et c'est-à-dire que là, on en vient exactement à l'actualité aujourd'hui. Là encore, Kluskar n'a pas attendu Emmanuel Todd pour comprendre le macro-lepénisme. Et j'ai d'ailleurs souvent cité un extrait de Refondation progressiste que je n'aurai pas le temps de citer ici, où Kluskar montrait déjà cet engendrement réciproque entre Macron d'un côté et Le Pen de l'autre. Et donc, encore une fois, ne pas dissocier les deux, mais bien comprendre le fait que le fascisme n'est que la continuité logique de ce capitalisme en crise. Et le capitalisme en crise, à un moment donné de l'histoire, a pu sortir de sa crise et donc se reproduire en tant que capital, du fait justement de cette alliance du libéral et du libertaire. À l'heure actuelle, il est dans une nouvelle crise, à mon sens, du coup, une crise qu'il tente de dépasser cette fois par l'écologisme réactionnaire, justement, c'est-à-dire par l'alliance à la fois de l'écologisme, dont on pourrait dire, là encore une fois, qu'elle est tantôt de droite, tantôt de gauche, comme le libéralisme, et une position réactionnaire, qui est réactionnaire malgré eux de la part de certains tenants. On voit l'adulation pour certains jeunes pour l'écologisme au détriment, quand on parle d'anthropocène, ça en dit long, d'accord? C'est-à-dire que finalement, on va y préférer les baleines aux hommes, et mécomprendre le problème capitaliste derrière, et réactionnaire en ce sens que ça permet aussi à
à certains réactionnaires traditionnels eh bien, de récupérer la mainmise justement sur l'ordre établi, etc. C'est comme ça que le capital essaie de s'en sortir et de se reproduire. Voilà comment est-ce que le capitalisme, j'ai été très vite, hein, je suis désolé, mais voilà comment est-ce que le capitalisme fonde sans cesse le terreau qui conduit à certaines crises, et pour essayer de se sortir de ces crises-là, il crée des formes fascistes qui, à terme, eh bien, sont nécessairement autoritaires au moins un temps. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais... Synthétique, très synthétique, merci. Autre partie de votre présentation, à rebours de cela, les courants communistes, libertaires ou anarchistes, tout comme le mouvement ouvrier, ont longtemps tenu leur distance vis-à-vis de la gauche, entre guillemets. Une gauche social-démocrate, notamment, qui n'a pas manqué à plusieurs reprises de s'inscrire dans une farouche opposition avec les communistes, une opposition contre les communistes, hein, autrement dit. Alors la question 5, les social-démocrates sont-ils les pires ennemis de la gauche anticapitaliste? Gauche anticapitaliste s'il y a, parce qu'évidemment... Ah oui, parce qu'en fait, les sociodémocrates, c'est la gauche anticapitaliste. Alors bon, je comprends le sens de la question. Est-ce que ce sont les pires ennemis? Encore une fois, c'est compliqué parce que bon, je sais que ça va sans doute déplaire à beaucoup de gens, mais je pense encore une fois que la lecture que je m'efforce d'avoir ici est une lecture dialectique, disons-le, qui se refuse à ces oppositions binaires permanentes qui, pour moi, nous empêchent de penser le réel correctement dans l'ensemble de sa complexité. Bon, mais bon, je comprends le sens de la question. On pourrait dire, est-ce que les sociodémocrates ne sont pas les pires ennemis finalement des communistes, c'est-à-dire de ceux qui s'inscrivent non pas à l'intérieur du clivage gauche-droite, mais dans une pratique qui vise à la sortie du capitalisme, pour aller vite. Eh bien, dans ce cas-là, les sociodémocrates sont-ils les pires ennemis? Les pires, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont de farouches ennemis, notamment parce que, du coup, on les confond avec nous autres communistes en permanence et que, finalement, ils font sans cesse le jeu. On l'a beaucoup vu, hein, alors, vous savez sans doute ça mieux que moi, mais on l'a beaucoup vu d'ailleurs dans les pays d'Amérique latine ces dernières années, et notamment au Brésil, c'est-à-dire qu'on a des sociodémocrates qui font le nid, en fait, du retour d'un fascisme un peu autoritaire, hein, piloté par les États-Unis et donc par l'impérialisme, sans cesse. Donc finalement, oui, ils se font passer pour des gauches anticapitalistes, alors qu'ils ne sont, comme le nom l'indique, que des sociodémocrates, c'est-à-dire que des capitalistes qui se prétendent, là encore une fois, modérés. Mais modérer le capitalisme, ça ne veut absolument rien dire. Donc oui, et encore une fois, il ne faut pas croire que souvent, et notamment pour le public le plus jeune et l'auditoire le plus jeune, on a l'impression que la déchirure entre un parti socialiste et les communistes, par exemple, je parle des vrais communistes, je ne parle pas forcément du PCF, encore une fois ici, c'est notamment depuis Hollande. C'était déjà le cas avec Mitterrand, puis c'était déjà le cas en fait au moment du Front populaire. Hein, les accords avec Léon Blum sont plus compliqués que ça, c'est le cas à la Libération aussi. C'est déjà le cas, rappelons que ce sont les mêmes sociodémocrates qui assassinent Rosa Luxembourg, etc. Bref, c'est une longue histoire. Et en fait, ces désaccords, qui sont des désaccords théoriques, des désaccords stratégiques, eh bien, parcourent toute l'histoire d'une certaine, justement, gauche, et c'est bien la raison pour laquelle cette gauche n'a jamais été unie et uniforme. Quand on entend aujourd'hui dire « Ah, il faudrait une alliance de la gauche », mais cette alliance n'a jamais existé, et au contraire, ça a même conduit, dans certaines périodes historiques, à des violences extrêmes l'une envers l'autre. Donc en fait, ça n'existe pas, et c'est la raison pour laquelle je récuse complètement de faire partie du même groupe que ces gens-là. Alors si à un moment donné, pour des conditions historiques particulières, on en venait effectivement à faire alliance contre un ennemi supérieur en un temps donné, comme ça a pu exister dans l'histoire. Évidemment, pourquoi pas, mais c'est un autre enjeu. Mais de la même manière qu'encore une fois, on peut aussi à ce moment-là faire alliance, comme ça a été le cas dans l'histoire, même s'ils étaient, à mon sens, minoritaires, contrairement à ce qu'on nous rebâche encore une fois, mais comme il est tout à fait possible aussi de faire alliance avec certaines droites royalistes, conservateurs, etc., à un moment particulier, si c'est pour lutter contre les nazis. Oui, d'accord. Mais là, c'est pas l'enjeu. Et donc, pour l'heure, oui, ce sont en tout cas, si ce n'est les pires ennemis, ce sont des ennemis, très clairement. D'accord. Question 6. Y a-t-il une différence de nature ou de degré entre la gauche révolutionnaire, associée au communisme, et la gauche réformiste, associée aux sociodémocrates? C'est une question compliquée. Comme toujours. Alors, je vais être nuancé. J'aurais tendance à dire dans un premier temps de nature, et en même temps, plutôt effectivement de degré, parce qu'encore une fois, on ne peut pas jeter à la poubelle une figure comme Jaurès. Or, on sait très bien que Jaurès incarne par certains aspects ce passage du mouvement ouvrier révolutionnaire vers
un mouvement révolutionnaire, un mouvement plus réformiste. Encore une fois, il y a une distinction dans le résumé que vous avez cité, que je vous avez soumis, par contre, que j'avais faite entre les réformistes et les réformateurs. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire que si on est léniniste, on conçoit le fait effectivement qu'il puisse y avoir un temps une pratique réformiste, qu'on puisse participer évidemment, comme je le fais, aux élections, etc. Parce que Lénine nous le dit bien, il faut participer de toutes les batailles qui peuvent faire avancer un progrès social. Donc effectivement, dans ce sens-là, on serait plutôt dans une différence de degré. D'accord? Par contre, il y a une différence peut-être de nature entre ceux que j'appelle moi les réformateurs, c'est-à-dire ceux qui, eh bien, citons-les, ceux qu'on qualifie la plupart du temps à gauche. On pense par exemple effectivement à des Delors, par exemple, d'accord, à des Hollande, etc., qui sont des gens qui effectivement ne sont pas dans une visée réformiste, progressiste nécessairement, mais sont des réformateurs, c'est-à-dire qu'ils réforment à tout va dans l'intérêt contraire de ceux des classes populaires et qui font passer ça justement pour un discours de gauche et donc, enfin, et des mesures donc de gauche, sous-entendu populaire et donc en faveur des classes populaires. Alors, on voit bien l'énorme gloubi-boulga. Or, ces gens, ces réformateurs n'ont fait quoi? N'ont fait que construire et constituer l'entité supranationale, géographique, territoriale et politique qu'est l'Union européenne telle qu'elle existe en faveur du grand capital, et par-delà aussi renforcer chaque fois le pouvoir du libéralisme au détriment des classes populaires. Et on revient sur les questions précédentes. Voilà comment ils ont construit les politiques fascistes, en déconstruisant complètement les organes de classe et le discours réellement communiste, en l'invisibilisant complètement et en laissant paraître par leur politique asservissante et de restriction, comment ils disent déjà, de rigueur, etc., eh bien, laisse effectivement une contestation s'installer, qui est la contestation fascisante à l'heure actuelle. Voilà. Bon. Dernière partie de votre présentation. Pour l'heure, l'alliance objective qu'il a pu y avoir entre les libéraux et les libertaires à l'après 68 doit nous inviter à repenser un clivage politique qui permet chaque fois de maintenir le mode de production capitaliste et qui nous handicape pour penser les lignes de fracture réelles qui peuvent exister, notamment en France, à l'heure actuelle. Il semble alors que ce clivage gauche-droite fasse en réalité apparaître un autre clivage plus profond et bien enraciné, quoique certainement pas plus récemment, celui des intérêts divergents entre une classe dominante et les classes populaires qui décident de s'organiser en dehors des carcans idéologiques que l'hégémonie culturelle capitaliste tente de lui imposer. Alors, les trois dernières questions, Loïc Chéniaud. Je voudrais d'abord revenir à Dominique Pagani, qui a affirmé, malheureusement je n'ai pas le lien vidéo disponible pour l'instant, il a affirmé que dans le cadre des événements de 68, les pro-atlantistes, ceux qui étaient favorables donc à la politique de l'OTAN, de défense militaire du bloc occidental, ils étaient à la droite de la droite gaulliste, donc à l'extrême droite. Or, Dominique Pagani identifie ces pro-atlantistes à deux tendances politiques distinctes, les centristes, ou fédéralistes ou européistes, le mouvement donc, de MRP de l'époque, et les trotskistes. Bon. Ce pro-atlantisme correspond-il au libertarisme décrit par Kluskar? Et comment expliquer que les trotskistes soient assimilés ici à l'extrême droite? Première partie de la question. Dernière partie, s'agirait-il plutôt d'une coalition d'extrême centre, c'est-à-dire la combinaison stratégique d'attitudes politiques classées ordinairement à gauche et à droite, les centristes et les trotskistes? En 2 minutes. En 2 minutes. Alors déjà, je vais entre guillemets perdre du temps en disant d'abord que je ne parle évidemment pas à la place de Dominique Pagani. Donc je ne l'engage pas dans ce que je pourrais dire, quand bien même il serait d'accord avec moi, et je le laisserai trancher. Et je rappelle d'ailleurs que vous l'aviez sollicité et que malheureusement lui aussi n'avait pas pu participer. Donc c'est la raison pour laquelle vous me posez la question. Reprenons. Donc effectivement, bon, je reprends dans l'ordre, parce que là il y a beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que ça signifie être à la droite de la droite gaulliste et donc être à l'extrême droite finalement ici pour les trotskistes? Simplement parce qu'effectivement, et c'est un phénomène historique récurrent qu'on a pu voir aussi, raison pour laquelle une alliance avec les gaullistes est parfois préférable, en ce sens qu'on a souvent vu, que ce soit à l'encontre notamment par exemple d'Allende ou même de Chavez, et encore aujourd'hui chez nous, mais avec des enjeux moindres, effectivement des groupes trotskistes qui, se prétendant toujours être plus à la gauche que la gauche en l'occurrence,
et donc plus à gauche que les communistes, eh bien servir en dernière instance, et parfois malgré eux, on pourrait les mettre sous le concept d'idiot utile défini par Lénine, quoique parfois, bon, ça reste un peu plus flou. On peut penser aussi à des trotskistes de force ouvrière financés officiellement par la CIA dans les documents déclassifiés, etc. Donc toutes ces histoires de rapports de force sont quand même plus floues et nous emmènent beaucoup plus loin que de simples catégories de droite-gauche. Bon, mais effectivement, en faisant le jeu de l'impérialisme américain et en s'attaquant toujours, disons, aux formes diverses qui existent de socialisme réel, par certains aspects, ils sont évidemment, finalement, plus proches, si on devrait utiliser malheureusement ces termes encore une fois, d'une certaine extrême droite, qu'une droite gaulliste dans la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'un De Gaulle qui reconnaît effectivement la Chine populaire, qu'un De Gaulle dont Castro, hein, anecdote intéressante, que lorsque ceux de mai 68, notamment Cohn-Bendit, voient Castro et lui disent qu'est-ce qu'il faut faire en France, etc., il lui dit soutenir De Gaulle. Bon voilà, c'est pas moi qui le dis, d'accord, c'est Fidel Castro. Donc tout cela n'a rien d'étonnant. Donc comment expliquer que les trotskistes soient assimilés à l'extrême droite? Parce que finalement, en dernière instance, ils font ici le jeu de l'impérialisme américain et donc effectivement aussi de cette politique, disons, mais bon, on retombe sur l'ambiguïté de ces concepts-là, mieux vaut parler d'impérialisme, de classe dirigeante, de classe dominante, etc., parce qu'ils font le jeu effectivement de l'extrême centre. Il s'agirait plutôt d'une coalition d'extrême centre, c'est-à-dire la combinaison stratégique d'attitudes politiques placées ordinairement à gauche et à droite. Bon, encore une fois, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure pour être très clair, je ne vais pas le répéter. Extrême centre et extrême droite sont l'avers et le revers d'une même médaille qui s'articulent ensemble. Donc quand on sert les intérêts finalement de cet extrême centre, à terme, effectivement, eh bien, on s'oriente davantage vers l'extrême droite et les politiques fascisantes qu'on connaît ici. Et donc oui, mieux vaut par certains aspects une alliance, mais attention à toutes les chimères et toutes les mystifications qu'on peut exister aussi là-dessus. C'est ça qui pose davantage problème. Mais sur le principe et dans des situations particulières, chaque mot est ici important, et en des moments historiques particuliers, une alliance avec les gaullistes est beaucoup plus anti-impérialiste que certaines alliances avec des mouvements dits d'extrême gauche qui ne sont qu'encore une fois que la gauche du capital, qui servent les intérêts impérialistes, parfois malgré eux, mais de fait, et encore une fois, c'est la réalité qui compte et pas ce qu'ils pensent. Oui. Donc on s'approche de la conclusion ici, et je pense que, à mon avis, on va toucher le point central de cet entretien, qui est la distinction entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire entre l'idéologie de gauche et de droite, théoriquement, et la stratégie qui consiste à voir quels sont les effets pratiques des coalitions politiques. Tout à fait. Question 8, et avant-dernière question, pour vous rassurer. Pagani, donc encore une fois, Dominique Pagani, associe un nom à la tendance contre-atlantiste adverse, donc opposée au pro-atlantiste, qu'il appelle le gaulo-communisme. Comment expliquer cette combinaison paradoxale entre un gaullisme classé traditionnellement à droite et un communisme classé traditionnellement à extrême gauche? Vous y avez déjà répondu en substance juste avant. S'agit-il d'une coalition souverainiste par opposition à une coalition mondialiste? Bon, encore une fois, je développe tout un argumentaire lié à tout ça depuis plusieurs années. J'ai donné plusieurs interviews, etc., qui coïncident en partie, heureusement, et pas toujours peut-être avec ce que peut dire Dominique Pagani. Donc je le laisserai lui-même me répondre ce qu'il souhaite. Je réponds ce que moi je développe. Donc effectivement, comment expliquer? Bah voilà, j'ai en partie répondu. Effectivement, comment expliquer cette combinaison paradoxale? Par le fait, effectivement, qu'encore une fois, les rapports de force, aussi au niveau international et au niveau du politique intérieur, ne sont pas forcément les mêmes. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, j'ai précisé en des situations, des moments historiques particuliers, etc. Mais la politique est le lieu, est un lieu stratégique de rapports de force, de bataille, etc., qu'il s'agit de mener toujours dans l'intérêt de ce qu'on cherche à défendre le plus. Et si, à un moment donné, au niveau international, eh bien, il se trouve que les meilleurs alliés sont les gaullistes, eh bien, il n'y a aucun problème à s'allier avec des gaullistes. Et rappelons effectivement pourquoi gaulo-communiste, parce que les gaullistes et les communistes, même si, encore une fois, je le répète, il y a eu aussi tout un ensemble de chimères, de représentations qui ont été instituées là-dessus, surtout à la Libération, mais avant la Libération, les gaullistes et les communistes, hein, il y a un gaullisme au pouvoir et puis il y a le gaullisme en période de guerre aussi. C'est différent. Le gaullisme en période de guerre, c'est la position de défense et d'attaque face au nazisme, etc., qui n'est pas forcément la politique intérieure du général de Gaulle plus tard, encore une fois. Donc il faut aussi distinguer plein de choses là. Mais le gaulo-communiste, les gaullistes et les communistes sont ceux qui se sont justement opposés, les seuls à s'être opposés justement à la France de Vichy et au nazisme, c'est-à-dire, encore une fois, à une forme
le pétainisme est une forme par excellence d'extrême centre. C'est le discours de Pétain, c'est la modération, le retour au calme, être rationnel, etc. Et on voit bien que c'est toujours... Et on pourrait faire plein d'autres liens encore. Malheureusement, voilà, on arrive à la fin, c'est dommage. Mais quand je parlais d'écologisme réactionnaire tout à l'heure, c'est la même chose. L'écologisme réactionnaire, c'est le retour à la Terre. La Terre, elle ne ment pas, dit Pétain. On est toujours là-dedans. C'est-à-dire, il faut en revenir à une certaine sobriété, une certaine modération, à des compromissions, etc. Non, pourquoi donc? Et donc, effectivement, alors, s'agit-il d'une coalition souverainiste? Voilà, souverainiste est un terme un peu fourre-tout là aussi. C'est assez compliqué, mais en tout cas, effectivement, on peut imaginer que la priorité, il y ait des ordres de priorité et que la priorité à l'heure actuelle soit le rétablissement, mais pour moi, de deux souverainetés. La souveraineté nationale, c'est-à-dire les pouvoirs régaliens, la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'euro, sous des conditions particulières là aussi. Il ne s'agit pas de l'énoncer et que par magie ça se réalise, c'est plus compliqué que ça. Mais au moins de ces instances-là, du capitalisme aussi, et c'est là que le bas blesse peut-être davantage, or l'ensemble est lié, et donc reconquérir une souveraineté nationale, mais aussi une souveraineté populaire, et cette souveraineté populaire sur le travail, sur les moyens de production, etc. Parce qu'on n'arrivera pas à reconquérir une souveraineté nationale en revenant, ce qui est le travers de bien des souverainistes, à un capitalisme à papa. Donc Oskar, là aussi, dans Néofascisme et idéologie de désir, a très bien montré en réalité que dans la logique de la production actuelle, ce capitalisme-là était vain, était dépassé, justement pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure et des crises du capitalisme qu'il a pu connaître, notamment dans les années 30 puis dans les années 40. Et donc finalement, c'est vain. Donc il faut l'ensemble de ces sorties-là. Mais si un pas en avant peut être fait en ce sens-là à un moment donné, c'est une bonne chose, je pense, à l'heure actuelle. Mais encore une fois, il ne faut pas tout confondre. Et on a vu aujourd'hui à quel point, dans les mentalités au moins et dans les représentations, ça allait être très, 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 très difficile de faire entendre cela et de réussir à se mettre au clair. Bon. Et la question finale. Alors, le recours à des expressions paradoxales telles que l'extrême centre serait-il la preuve d'un défaut fondamental du discours politique, à savoir penser l'espace politique comme une ligne continue, c'est-à-dire en général un spectre gradué entre l'extrême et le centre, alors que cet espace s'apparenterait davantage à un jeu d'échecs, c'est-à-dire un ensemble de combinaisons contextuelles, ou alors, mieux encore, à une théorie des jeux, c'est-à-dire des combinaisons libres sans restriction idéologique définie au préalable. Oui, je suis complètement d'accord avec ça, tout à fait. Alors, échec, pourquoi pas, mais notamment théorie des jeux, oui, exactement. Une combinaison libre sans restriction idéologique définie au préalable. Et qu'encore une fois, il y a un travers idéologique au sens fort, c'est-à-dire projeter sur le réel des idées abstraites qui consistent effectivement à, vous voyez, c'est le fameux jeu, j'ai mes cases gauche, mes cases droite, qu'est-ce que je mets dans l'un, qu'est-ce que je mets dans l'autre, mais le problème c'est que le réel, il s'accommode difficilement de ça, et que la réalité politique, encore une fois, les rapports de force sont difficiles, et puis que, on l'a vu, hein, la notion d'histoire, encore une fois, à quel point elle est importante, c'est que quand on pouvait très bien se dire de gauche au 19e, de gauche au début du 20e siècle, et plus sans dire à ce moment-là. Donc ça veut dire que les catégories évoluent en même temps que les pratiques. Et qu'en fait, ces catégories-là, bon, je ne cache pas que je fais un peu du marxisme, du béaba de marxisme là, mais sont par certains aspects le reflet aussi de ces pratiques-là. Donc ce qui est décisif, Lénine disait, analyse concrète de la situation concrète, voilà les enjeux. Hein. J'ai maintes fois répété, pour ancrer un peu tout ça dans la réalité, j'ai maintes fois répété ces derniers temps qu'il fallait être là où les masses se trouvent. Et parfois, du fait notamment de la fausse conscience, les masses ne se trouvent, même souvent, les masses ne vont pas se trouver telles que les idéologues d'extrême gauche imaginent qu'elles devraient se trouver. Et donc, si on décide de dire, je prends un exemple très concret, si on décide de dire sur le pass vaccinal, par exemple, ah non, on va surtout pas discuter avec ces gens-là, les gens qui manifestent, hein, j'entends, je parle pas de Steve Bannon et compagnie, d'accord, c'est autre chose, c'est un autre problème. Je parle des gens qui manifestent et qui ont l'intuition de quelque chose qui n'est pas juste et qu'on dit, oh là là, c'est des fachos, on leur parle pas, etc. Ben, ça pose un gros problème, à mon sens, parce que du coup, on s'interdit le fait de il faudrait d'ailleurs que l'ensemble du peuple soit déjà acquis aux causes, disons, communistes, pour qu'ensuite il le rejoigne. Mais c'est impossible, et c'est être profondément idéaliste, encore une fois, que d'agir de cette manière-là. Donc non, il s'agit de faire l'analyse concrète de la situation concrète et de dire, si les masses se trouvent là, il y a peut-être une raison. Hein, il y en a des tonnes. Elles ont peut-être des bonnes intuitions sur quelque chose qui est en train de se passer, mais peut-être que justement, elles ne le configurent pas correctement. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de se mettre en retrait et de se taire,
Et donc de faire en sorte que ces masses-là, finalement, se retrouvent aux côtés de personnes politiques qui ont des avis contraires et qui parfois peuvent servir les intérêts contraires de ceux qu'on défend, ou est-ce qu'au contraire, on y va et on discute, encore une fois, et on est en capacité, effectivement, de convaincre, de faire un vrai travail auprès de ces masses-là. Voilà l'enjeu. Et la politique, elle se passe davantage à ce niveau-là que sur le plateau de C'est dans l'air ou de l'émission politique ou que sais-je. Voilà, je pense. Bon, ben voilà, le questionnaire est terminé, la souffrance est terminée. Merci beaucoup en tout cas, Luc Chéniaud. Donc, je précise que toutes les idées qui ont été présentées ici succinctement, évidemment, c'était simplement qu'une première ébauche. Toutes les idées plus précises seront consignées par écrit par l'auteur, donc dans un article qui s'appelle L'alternative capitaliste de l'extrême centre. Normalement, Luc Chéniaud va nous faire le plaisir donc de mettre par écrit ces idées dans un volume spécial, donc numéro 58 de la revue Le Philosophoire. J'ai laissé ici pour les futurs spectateurs donc le lien de cette revue qui va consacrer donc un numéro spécial en automne 2022 à la distinction gauche-droite. Et donc les idées qu'on a présentées aujourd'hui rapidement, enfin que Luc Chéniaud a essayé de décrire rapidement, c'était vraiment un exploit, seront donc présentées dans ce livre. Voilà, Loïc. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu qui était évidemment pas facile, le premier du genre, et puis qui attendra donc les réponses de tous les autres auteurs qui ont participé au workshop, avec peut-être des réponses différentes, sans doute différentes. Mais l'objectif sera donc de faire ensuite le point et faire une analyse concrète des réponses concrètes. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un exercice extrêmement intéressant. Je le répète et je ne le dis pas pour vous flatter. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Et effectivement, ça montre bien les problématiques qu'il y a avec le terme de gauche et de droite. Bon, merci beaucoup en tout cas. Il est énorme et donc c'est un début de réflexion générale. Un grand merci encore une fois et à bientôt. À bientôt.